Avant la pause, l'accusation a demandé à disposer de 15 minutes supplémentaires pour achever l'interrogatoire de ce témoin. La Chambre donne à l'accusation 5 minutes supplémentaires. Après quoi, la parole sera donnée aux co-avocats principaux pour les parties civiles. Je vous en prie. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Keo Nio, nous allons essayer d'utiliser ces 5 minutes de façon aussi efficace que possible. D'après ce que vous avez dit, vous avez rencontré Kyo Sampan 2 fois. La première fois, c'était quand vous vous êtes entretenu avec lui des besoins de la population de Battambang, si je me souviens bien. Vous souvenez-vous de l'année durant laquelle cette rencontre s'est produite? Était-ce en 76, 77 ou 78? Réponse: je ne me souviens pas bien. Cela étant, ça devait être vers la fin 77. Question: au cours de la deuxième rencontre que vous avez eue avec Kyo Sampan, vous avez discuté des inondations dans la province de Kandal. Est-ce que c'était aussi en 77? Quand était-ce? Réponse: encore une fois, je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était à l'époque des grandes inondations qui ont touché le pays. Question: en quelle année était-ce? En 77, en 78, ou bien est-ce que vous ne vous en souvenez pas? Réponse: je ne me souviens pas de l'année. Je pense que ça devait être en 78. Soit 77, soit 78. Question: à quelle époque de l'année était-ce? Avant la saison des pluies? Pendant la saison des pluies? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse: les inondations ont eu lieu pendant la saison des pluies. Question: je voudrais obtenir des précisions sur un aspect de vos déclarations. Avant de ce faire, je vais vous poser une courte question. Vous dites que vous saviez que Van Vet était chargé de l'économie, de la section de l'économie, avant sa disparition. Vous dites aussi qu'après sa disparition, vous avez vu M. Kyo Sampan au ministère du Commerce extérieur. D'après ce que vous saviez, est-ce que Kyo Sampan a assumé de quelconque responsabilité? Le président témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense. Oui, Monsieur le Président, je forme une objection, car en tout cas, dans la version française, il ne me semble pas que le témoin ait dit qu'il avait rencontré, enfin qu'il ait émis l'hypothèse qu'il avait rencontré M. Kyo Sampan après la disparition de Van Vet. Ça n'a pas été dit, en tout cas en version française.
Donc il me semble que le procureur déforme les propos du témoin en les résumant sous prétexte d'une question. Mr. President, my notes L'accusation, selon mes notes, et nous n'avons pas de transcription littérale, selon mes notes, le témoin a dit avoir vu que Sampan, au ministère du Commerce extérieur, Van Vet était absent, Kyo Sampan était en poste. Je pense avoir résumé correctement ce qu'a dit le témoin. Il a dit des choses similaires dans sa déclaration. Le président. L'objection est rejetée. Témoin, veuillez répondre à la dernière question que vous a posée l'accusation. Le témoin. Ce que j'ai dit, c'était mes conclusions. Quand il a succédé à Van Vet, mais c'était mon avis, ce n'était pas quelque chose d'officiel. L'accusation. Merci. Il me reste 1 minute. J'ai une dernière question. Quand vous avez évoqué les gens qui venaient de la zone du sud-ouest pour assister à des réunions à Phnom Penh, vous avez cité un dénommé Prak de la province de Kandal. Est-ce que le nom complet de cette personne était Seksat alias Prak? Réponse. Je ne connaissais pas le nom complet de cette personne. Je connaissais seulement son prénom, Prak. Je ne connaissais pas son nom de famille. Question. Vous dites qu'il venait de Kandal. Saviez-vous s'il exerçait des fonctions quelconques dans la province de Kandal? Réponse. Il était chef du comité de la province de Kandal. L'accusation. Faute de temps, nous allons en rester là. Merci, Monsieur Kiemno, pour vos réponses exhaustives. Merci au juge de m'avoir accordé un temps supplémentaire. Le président, juge Lavergne, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président. Et pour les besoins du transcript, je voudrais dire que dans la version française du procès-verbal d'audition de Monsieur Kyo Niu, qui figure à la cote D166 par 183, en page 5 de ces déclarations, le témoin a dit ceci. J'ai rencontré M. Kyo Sampan au bureau du commerce extérieur au moment où je suis allé chercher le matériel que je devais distribuer à la population dans les coopératives. À ce moment-là, j'ai convoyé ce matériel jusqu'à la province de Takeo. Après la disparition de Van Vet, vers l'année 1977, Kyo Sampan lui a succédé comme responsable du commerce extérieur. J'ai entendu dire que Van Vet a été arrêté pour s'être impliqué dans les affaires de la CIA et du KGB. C'était sans doute en 1976, avant mon départ pour Phnom Penh. Ah, pardon, c'est autre chose. C'était sans doute en 1976, avant mon départ pour Phnom Penh, que j'ai vu Pol Pot, une fois quand il est venu chez Tamok, dans la province de Takeo. Voilà, mais en tous les cas, ce qui me paraît clair, c'est que le témoin a indiqué qu'après la disparition de Van Vet, vers l'année 1917, Kyo Sampan lui a succédé comme responsable du commerce extérieur.
je voudrais juste signaler que d'abord ma remarque portait non pas sur ce qui était dit dans le PV d'audition, mais ce qui avait été dit à la barre par le témoin. Voilà, donc ça c'est la première chose. Je connais effectivement les PV d'audition, mais mon objection elle a porté là-dessus. Et par ailleurs, je voudrais signaler que nous avons demandé au service de transcription de faire traduire les audios correspondant à cet entretien avec les enquêteurs du bureau des juges d'instruction, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des choses qui apparaissaient dans le PV d'audition et qui n'apparaissaient pas des choses qui n'apparaissaient pas dans l'audio et qui apparaissaient subitement dans le PV. C'est par exemple l'utilisation du terme ministère, ou c'est par exemple l'utilisation des termes CIA et KGB. C'est la cote désormais, puisque cette traduction a été faite par les services du tribunal, D166 barre de fraction 183.1. Simplement, ce que je voudrais savoir, c'est si ce que je viens de lire est contraire à ce qui est dit dans la transcription orale, à l'enregistrement oral de l'audition de M. Queneau. Si ce n'est pas le cas, je pense que ce que vous nous avez indiqué est intéressant, mais pas forcément pertinent. Le terme qui a été traduit par les interprètes du tribunal à propos d'une succession par M. Queussampan de Vornvet, je vais citer le passage traduit. Question: avez-vous rencontré d'autres personnes? Réponse: il me semble que non, mais j'ai rencontré Queussampan à... Et puis là, il y a une parenthèse avec des petits points, parce qu'apparemment, c'est inaudible, j'imagine. Queussampan avait été chargé de l'intendance après le départ de Vornvet. Voilà. Donc, voilà les termes exacts qui sont dans l'audio, qui apparaissent quand même légèrement changés, à mon sens, en tout cas celui de la défense de M. Queussampan, dans le PV. De même que dans l'extrait que vous avez lu du PV, il est question de CIA et de KGB, alors qu'en fait, quand on lit cette transcription d'audio, on voit qu'à aucun moment, monsieur ne parle de CIA ou de KGB. Le président. À présent, la parole est aux co-avocats principaux pour les parties civiles qui ont l'occasion d'interroger le témoin. Maître Pic-Ang. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi, chers confrères. Bon après-midi à toutes les personnes ici présentes. Moi-même et mon confrère Barnabé, nous allons interroger ce témoin. Nous pensons avoir besoin de 35 ou 40 minutes. Je vais commencer. Bon après-midi, oncle. Je suis avocat des parties civiles et avocat des victimes du régime des Khmers rouges. J'ai des questions à vous poser. Tout d'abord, concernant la période antérieure à l'année 75. Première question. Que saviez-vous du mouvement Issarak avant 1975?
Pouvez-vous nous apporter des indications à ce sujet? Réponse. Le mouvement connu sous le nom d'Issarak est né au début des années 40, à une époque où j'étais encore jeune. Il y avait plusieurs types d'Issarak. Les Issarak Chai, les Issarak d'Apchun, les Issarak d'Agdangsei et au sud, les Issarak Songok Min. J'étais jeune à l'époque. Ensuite, le terme Issarak a cessé d'être employé. En 1967 ou 68, le mot Khmer Rouge est apparu, mais ces gens venaient de l'ancien mouvement Issarak, si l'on y regardait de près. Question. Pouvez-vous donner un complément d'explication concernant le mouvement Issarak? Quel était son rôle? Réponse. Lorsque le mouvement Issarak est arrivé dans la région pour la première fois, ses membres ont interrogé les villageois pour savoir qui était alphabétisé. Et ces gens-là ont été nommés. Un de mes oncles par alliance a été nommé chef de commune et un autre est devenu greffier de la commune. Il a conservé ses fonctions jusqu'aux accords de Genève. Après cette période, il est rentré dans son village et il est devenu un citoyen ordinaire dans son village. Question. Vous étiez dans la commune de Kropeangtrom. Dans quel village exactement? Réponse. Le village était Trampeankul, province de Takeo, Trakok. Question. Vous avez parlé de la transformation qui a donné lieu à la naissance des Khmers rouges. Dans la commune où vous étiez, avez-vous jamais entendu employer l'expression de lutte armée? Réponse. Oui, j'ai entendu cette expression de lutte armée. J'ai entendu parler de la lutte armée associée à la lutte politique. Question. Qui a lancé cette expression? Réponse. Cette expression était répétée entre nous, je ne sais plus bien de la bouche de qui je l'ai entendue. Quelqu'un a employé cette expression et les autres l'ont reprise. Impossible de savoir qui a commencé à employer cette expression. Question. À la fin des années 60, y avait-il une base révolutionnaire dans votre commune? Réponse. Dans la commune de Trampeankrom, il n'y avait pas de base révolutionnaire. Les Khmers rouges étaient encore dans la forêt, dans la province de Kampot.
question. Merci pour cette explication. Je passe à autre chose. Il s'agit de l'évacuation. En réponse au bureau des co-juges d'instruction, vous avez dit qu'il existait un plan selon lequel les moines devaient être défroqués. C'est le document D166/183, le RN en Khmer est le suivant, 0035 54 40, en anglais 00 35 81 41 et en français 00 40 84 26. Je voudrais faire apparaître ce document à l'écran. Le président, je vous en prie, veuillez vous conformer aux instructions que nous avons déjà émises. Maître Pic Ang. Merci, Monsieur le Président. Dans votre déclaration faite aux enquêteurs des co-juges d'instruction, vous avez dit qu'il y avait un plan visant à défroquer les moines et que ce plan avait été mis en place depuis longtemps et qu'en général, les moines savaient que les communistes ne permettraient pas l'existence des moines. Donc, les moines n'étaient pas surpris. Fin de citation. Voici ma question. Comment les moines ont-ils appris l'existence d'un plan visant à les défroquer? Réponse. Le mouvement communiste existait au Cambodge depuis les années 40, à une date où j'étais encore jeune. Nous connaissions ce mouvement communiste. De plus, j'ai été ordonné en 53 ou 54, à l'époque des accords de Genève, et j'ai lu certaines revues américaines dont j'ai tiré certaines informations. Il était question ou plutôt sur point d'interprète, il y avait une carte du monde et les pays bouddhistes étaient représentés en jaune. J'ai vu qu'il y avait des pays soviétiques, ils n'étaient pas en jaune. J'ai donc discuté avec les résistants du mouvement Issarak. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de religion dans les pays soviétiques et je leur ai montré cette revue. Ça, c'était en 1954. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années. C'est probablement ainsi que nous avons pu comprendre le communisme. Nous observions le mouvement communiste dans le monde entier. Les intellectuels connaissaient les différentes formes de communisme, par exemple le communisme chinois, le communisme coréen et le yougoslave. Maître Pic Ang, mes excuses, mais je dois vous interrompre. Quand les moines ont quitté l'habit, y a-t-il eu une cérémonie religieuse marquant et autorisant cet événement? Réponse. Oui, il y a eu une cérémonie religieuse. La tradition n'avait pas encore changé. Le moine principal était là, ainsi que d'autres, et une cérémonie religieuse a eu lieu selon le rite bouddhique.
n'avons pas simplement quitté l'habit, nous l'avons fait en suivant un rite religieux. Question. Les moines qui ont quitté l'habit, que leur est-il arrivé? Où sont-ils allés? Réponse. Certains qui étaient âgés sont décédés après avoir quitté l'habit. Concernant Taïm, au Watchum, il est redevenu moine par la suite, après quoi il est décédé. Il y avait un autre moine qui n'est pas redevenu moine, il est décédé. Les moines plus âgés sont décédés en général. Il y avait des moines plus jeunes, de mon âge environ. Certains sont décédés. Nous avons été séparés. La partie civile. Merci. Vous avez déjà parlé de la pratique secrète du bouddhisme fin 75 ou début 76. Y a-t-il eu des cérémonies bouddhistes, par exemple Phrai Kaikbun ou Kaitin, ou encore d'autres cérémonies de bénédiction à différentes maisons du village? Réponse. Non. Je connaissais juste la situation là où j'étais, pas celle des autres villages, mais comme à l'époque il n'y avait plus de moines, il n'y a pas eu de cérémonie de ce type. Nous pratiquions la religion discrètement et non dans le cadre de cérémonies publiques. ក្នុងពេលពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តើអ៊ំមានដឹងទេ Question. Qu'en est-il des mariages? Pouvez-vous nous dire s'il y avait une célébration religieuse du mariage? Réponse. Non. Cependant, si les anciens ou les supérieurs de la commune sont d'accord, vous pouvez se marier. Si les autorités le permettaient, les unités pouvaient organiser les mariages. Question. Pouvez-vous dire à la cour ? Comment les mariages étaient organisés? Les mariages tous les couples se mariaient-ils de leur propre chef? Réponse. Cela dépendait des unités ou du village ou de la commune. Les mariages étaient différents d'un endroit à l'autre. Je ne peux parler d'une pratique généralisée. Il y avait des achars ou des moines bouddhistes qui maintenaient les traditions. Mais dans cette situation, il fallait obtenir l'autorisation de l'échelon supérieur. Question. Avez-vous participé à des mariages dans cette période?
de 75 à 79. Réponse. Je n'ai pas vu de mariage, j'ai vu le mien, car c'est Tamok qui l'a organisé pour moi, pour mon couple. Le chef de section devait aider à célébrer le mariage. Question. Au sujet de votre mariage organisé par Tamok ou arrangé par Tamok, votre épouse, vous connaissait-elle avant que vous vous mariez? Réponse. Elle me connaissait, mais elle ne me connaissait pas bien. Elle était dans l'unité de couture du bureau de zone. Elle n'était pas dans le village comme les autres. Et on m'en a informé. Question, vous dites que vous avez été informé au préalable. Qui vous a dit, à vous ou à elle, quoi que ce soit, est-ce que vous saviez que vous alliez vous marier? Vouliez-vous vous marier? Réponse. J'ai su plus tard par mon épouse. Mon épouse m'a dit qu'on lui avait vendu la mèche et qu'on lui avait dit. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes souris. Et la réunion servait justement à permettre à deux personnes de se rencontrer à des fins de se marier éventuellement, et elle m'a dit qu'elle le savait d'avance. Question. Est-ce que vos parents, est-ce que les membres de votre famille ont participé à cette cérémonie de mariage? Réponse. Non. Il n'y avait pas de parents, de membres de famille. Il n'y avait que les gens de l'unité ou du bureau de section. Question. Combien de couples étaient là quand vous êtes mariés? Réponse. Il n'y avait qu'un seul couple. Et la cérémonie a eu lieu à Takeo, dans la ville de Takeo. Question. Juste une autre question. Vous avez dit qu'il y avait des gens à Phnom Penh qui étaient les membres de votre famille qui ont quitté Phnom Penh et qui sont retournés à votre village. Et qui sont allés retrouver des gens de la base dans la coopérative. Pouvez-vous nous décrire les conditions de vie de ceux qui ont été évacués de Phnom Penh? Étaient-ils traités sur le même pied d'égalité que ceux qui vivaient dans les villages depuis longtemps? Réponse. Je n'étais pas attaqué pendant assez longtemps pour le savoir. Je ne peux vous le dire avec certitude. Mais à l'époque, on demandait aux gens de creuser des canaux, de construire des barrages et de manger tous ensemble.
J'y allais à l'occasion, mais c'était vraiment de passage. Et je ne restais pas longtemps, j'avais d'autres choses à faire. Question. Vous avez dit que Tamok vous a demandé de vous occuper de la monnaie, mais que vous ne l'avez pas fait. Que c'était à la fin de l'année 1975, au début de l'année 1976. Mais pourquoi n'avez-vous pas eu de billet de banque comme Tamok vous avait demandé de vous en occuper? Et pourquoi n'avez-vous pas donc touché ces billets de banque, même s'il y en avait? Réponse. Et tout s'est terminé après l'abolition de la monnaie. Comment pouvais-je m'occuper de billets de banque s'ils n'étaient plus en circulation? Question. Vous dites que la monnaie n'était plus en circulation, mais qui a pris la décision de l'abolir? Réponse. J'ai remarqué par la suite qu'il n'y avait plus d'argent en circulation. Je ne sais pas qui a pris les décisions. Je ne crois pas que Tamok a été celui qui prendrait une telle décision. Cela devait venir de ses supérieurs à lui. Question. Est-ce que Tamok a parlé avec vous de cette décision relative à la monnaie? Vous a-t-il parlé de cette décision de l'échelon supérieur? Réponse. Je ne suis pas certain. J'ai remarqué qu'il n'y avait plus d'argent en circulation par la suite. Cela avait été fait de façon furtive. Il n'y a pas eu de réunion. On n'en a pas discuté lors de séances d'instruction. Il n'y avait plus de monnaie. Et tout le monde partageait différents outils, comme par exemple des ustensiles de cuisine. Question. Je vais vous poser des questions à Tamok sur les raisons pour lesquelles il n'y avait plus de monnaie. Réponse. Non. Je ne lui ai jamais posé de telles questions. Question. Vous souvenez-vous? Si Tamok vous a parlé des mouvements de population, surtout quand vous travaillez étroitement avec lui. Réponse. Il ne parlait pas beaucoup. Mais j'ai su de la part des gens du secteur et de la province que cela se produisait après l'évacuation. C'est après l'évacuation que des gens en ont parlé. Des gens au niveau des districts et du secteur. Question. Quand vous parlez des niveaux du district et du secteur et que à ces niveaux, les gens parlaient des évacuations,
parlait-il de l'évacuation qui a suivi avril 75 ou d'une autre réponse? Je ne me souviens pas de la date exacte. Je pense que c'était peu après la libération de Phnom Penh. Question. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris. Vous dites que c'était peu après la libération. Mais à quelle date faites-vous référence? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé pour répondre. Le témoin. Veuillez s'il vous plaît répéter votre question. Question. Vous avez parlé d'évacuation. Vous avez dit qu'au niveau du district et du secteur, les gens parlaient peu après l'évacuation. Était-ce l'évacuation du 17 avril 75? Ou s'agissait-il d'une autre date? Réponse. Donc, l'évacuation dont nous parlions était celle qui avait suivi le 17 avril. Ce n'était pas une discussion qui était faite pendant les réunions. Nous en parlions entre nous. Il n'y avait rien d'officiel. Question. J'ai une autre question. Avez-vous déjà entendu parler, ou quelqu'un vous a-t-il déjà parlé de Krang Tachang? Réponse. Si on m'en a parlé, je l'ai oublié. Il est possible que je me souvienne du nom, mais je ne me souviens pas de l'histoire. À Krang Tachang, cette expression, je m'en souviens, mais je ne sais pas exactement quel est le contexte. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à Krang Tachang. Maître Pickard, je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser. J'aimerais savoir sur le sujet du transport de marchandises. Si vous aviez besoin d'un laissez-passer pour le transport des marchandises. Réponse. Le chauffeur de chaque camion avait un laissez-passer. Sur ce document, il était écrit le nombre de personnes qui accompagnaient le chauffeur, donc 4 ou 5 personnes. Il y avait aussi un laissez-passer général qui permettait à plus de gens d'accompagner le camion. Si l'on voyageait sans laissez-passer, on peut avoir des problèmes et le camion aurait été détenu à son arrivée à Phnom Penh. Question. Pouvez-vous dire qui émettait ces laissez-passer? Réponse. Il arrivait que Tamok soit celui qui donne l'autorisation pour un laissez-passer. D'autres fois, c'était le comité. Mais si ce n'était que pour quelques camions, Tamok ne s'en occupait pas. Il y avait d'autres personnes pour l'aider dans ses tâches. Question.
Dans le cadre de votre travail avec la section des transports, dans quelle province êtes-vous allé? Réponse. Je suis allé à Kampong Chhnang. Et quand Tamok est allé à Battambang, je suis allé le voir là-bas une fois. Takeo était la province dans laquelle nous déplacions le plus, car nous étions déjà là. Mais je ne suis jamais allé à Kampot. ពងភ្លឺនៅនឹកមិនឃើញថាត្រូវទេបើ Je ne me souviens pas si je suis allé à Kampong Speu à cette époque. Question. Quelle était votre impression des conditions de vie du peuple? Réponse. Nous étions uniquement en contact avec la section des affaires économiques du secteur, qui était dans une ville. Nous n'avions pas de contact avec les gens dans la base. Les marchandises étaient déchargées au bureau de secteur, et c'est ce même bureau qui s'occupait de l'acheminer aux gens. Donc je n'avais pas de contact avec eux. Question. Avez-vous entendu les gens qui recevaient ces marchandises que vous livriez parler de leurs conditions de vie? Réponse. Les gens parlaient de choses et d'autres. Oui. អានភាពរបស់ប្រជាជននឹងជូនទៅថ្នាក់លើណាមួយទេ Question. Avez-vous jamais parlé de ces conditions de vie du peuple auprès de l'échelon supérieur, par exemple à Keu Sampan, quand vous l'avez rencontré? Réponse. Je ne lui ai parlé que des pénuries de tissus. Il m'a dit qu'il n'y avait plus de tissu noir. Qu'il ne restait que du blanc. C'est de cela que j'ai parlé avec lui. Il voulait en savoir plus sur les villages et la commune, mais je lui ai dit que je n'en savais rien, car moi je n'avais fait que décharger les camions au bureau de secteur. Question. Vous l'avez rencontré à 2 reprises? Vous a-t-il posé des questions sur les conditions de vie dans les villages et les communes ces 2 fois ou seulement une fois? Question. Je pense qu'il ne me l'a demandé qu'une seule fois. Il s'agissait d'une rencontre très brève. Nous n'avons pas beaucoup échangé. បាទខ្ញុំនឹងសួរសូមឲ្យ Maître Picard, j'ai une dernière question à des fins de précision. Dans le procès verbal de votre audition devant les juges d'instruction, le même document D166 /183 URN en Khmer 00355 442 en anglais 00 37
45 81 43 et en français 00 40 84 28. À cette page, on peut lire que vous avez dit la chose suivante. Au début 78, sans doute, j'ai rencontré Nuon-Chea près du bâtiment où j'habitais. Il était dans une voiture et m'a demandé d'aller à la recherche d'instruments de musique traditionnels cambodgiens pour faire des numéros, enfin des essais musicaux à la radio. Vous souvenez-vous qui s'occupait de cette station de radio à laquelle vous faites référence? Réponse. À l'époque, je ne le savais pas. Mais j'aimerais apporter quelques précisions. C'est Tamok qui C'est à moi qui a rassemblé les musiciens et moi je les ai transportés. Et quand il y avait pénurie d'instruments de musique, j'ai entendu dire qu'il y avait des instruments à l'entrepôt d'État. Et j'en ai parlé aux musiciens. Et qu'il y avait des instruments, donc il n'avait qu'à faire une demande. Je ne sais pas comment Nuon-Chea l'a appris. Et donc une fois, il a arrêté la voiture. Il est venu me voir alors que je sortais de l'endroit et il m'a demandé si j'avais entendu parler d'un instrument de musique, et lui m'a dit, et j'ai répondu, oui, j'en ai vu entreposé à l'entrepôt d'État. Et nous nous sommes séparés et nous nous sommes revus à Oral. Et au mont Oral. Être piquant. J'ai une toute dernière question. À propos de la section des affaires commerciales de la zone sud-ouest. Quelle était la relation entre la section du commerce de la zone sud-ouest et le ministère du commerce? Réponse. Chaque zone avait une section économique. Selon la population de la zone, puis un bon de commande a été fait pour le transport des marchandises dans ces zones. Et écoutez, en répondant à votre question, j'ai oublié ce que vous m'avez demandé. Question. Je vous posais une question à propos des sections de commerce de chacune des zones. À quelle structure hiérarchique appartenait cette section commerciale? Relevait-elle du ministère du Commerce ou de la zone sud-ouest? Réponse. La structure d'État était dans la hiérarchie de la zone sud-ouest. C'était l'État qui prenait
la décision, une lettre était envoyée par la section de l'État et moi, je devais ensuite aller récupérer cette lettre. Donc, l'État et la zone avaient une entente avant que la lettre soit envoyée. Question, vous faites référence à une section d'État. De qui parlez-vous? Réponse. J'entre en contact avec M. Rune, le chef de l'entrepôt d'État. Je pense que le ministère de l'Économie, contrôlé par Van Vet, enfin, je pense que le ministère de l'Économie, c'était Van Vet qui s'en occupait, mais c'est M. Rune qui s'occupait de l'entrepôt d'État, et c'est avec lui que j'avais des contacts, et il est décédé. Maître Picard. Merci, grand-oncle. Merci de votre attention, Madame, Monsieur le juge, et j'aimerais maintenant laisser la parole à mon confrère pour la suite de l'interrogatoire du témoin. Le président, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je vous rassure, je n'ai qu'une seule question de clarification à poser aux témoins. Monsieur le témoin, vous avez plusieurs fois affirmé qu'en l'absence de Van Vet, Monsieur Kyo Sampan le remplaçait. Et le juge Lavergne vous a indiqué, ou bien vous a rappelé en tout cas ce que vous aviez dit aux enquêteurs des co-juges d'instruction, et notamment la phrase qui suit, je cite, « Après la disparition de Van Vet, vers l'année 1977, Kyo Sampan lui a succédé comme responsable du commerce extérieur. » Fin de citation. Je voudrais juste le président. La parole est à la défense. Monsieur le Président, je forme une objection à cette question car j'ai pris la peine de demander au service de votre Chambre de transcrire l'enregistrement des entretiens de ce témoin avec les enquêteurs des juges d'instruction. Nous avons obtenu cet audio. Je l'ai lu tout à l'heure parce que le juge Lavergne m'a autorisé à le faire, ainsi que le président. Et donc, il me semble que, par correction vis-à-vis du témoin qui a en plus introduit sa déposition à la barre en indiquant qu'il ne reconnaissait pas tout ce qui lui avait été lu lorsqu'on lui avait relu ce PV d'audition avant de comparaître, il me semble que c'est le texte de retranscription de l'audio qui doit primer et qu'on ne doit pas sans cesse rabâcher au témoin un procès verbal qui n'est qu'une traduction par les enquêteurs et, à mon sens, déformatrice, qui n'est qu'un résumé d'un entretien, alors que nous disposons d'un audio qui, lui, est fidèle. Donc, je m'oppose à ce qu'il soit sans cesse remis sous le nez du témoin une traduction par des enquêteurs, alors que nous avons désormais l'audio. Le président, la parole est à l'accusation. L'accusation. J'hésite à intervenir, mais je pense que mon confrère prend des libertés avec la logique. Quand j'ai posé la question, le témoin a confirmé qu'il pensait que Sampan avait succédé à Van Vet. L'enregistrement sonore, quel qu'il soit, eh bien, le témoin
a dit que c'était une conclusion qu'il avait tirée, que ce n'était pas officiel. Il a confirmé cette affirmation de sa part. Ce que nous avons, c'est une transcription partielle, et il semblerait que ces mots n'aient pas été prononcés dans la partie que nous avons, mais c'est une transcription partielle, et apparemment, une partie de l'enregistrement était inaudible. Dans ces circonstances, il est adéquat et même nécessaire de demander au témoin ce qu'il a dit. Et c'est ce que fait justement mon confrère de la partie civile. Je pense que la défense est complètement à côté de la plaque. Le président, la parole est à la partie civile, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, je crois que Monsieur le procureur vient de répondre à l'objection que soulève mon confrère. Premièrement, je dois indiquer que quel que soit le contenu de l'audio, la défense de M. Kyo Sampan a toute l'attitude de s'en servir lorsque viendra son tour d'interroger. Et là, je n'en ai que pour quelques minutes. Et deuxièmement, il est clair, à la lumière des transcrits que nous avons tous sous les yeux, que ce témoin a indiqué, comme le dit le procureur, que lorsque M. Van Vett était absent, c'est bien M. Kyo Sampan qui assurait en quelque sorte son intérim. Cela relève des transcrits et mon confrère ne peut pas le contester. Par ailleurs, le juge Laverne a indiqué au témoin le contenu de ses déclarations devant les enquêteurs. Et mon souci, précisément, était d'inviter le témoin à confirmer ou infirmer ces propos qu'il a eu à tenir devant les enquêteurs des co-juges d'instruction afin de permettre à la défense de mener efficacement et utilement son interrogatoire. Alors je ne peux pas comprendre qu'à ce stade, la défense veuille absolument fermer en quelque sorte toute opportunité à la partie civile de s'exprimer, alors qu'il s'agit d'une simple question de clarification. Voilà la réponse que je fais. Le président, l'objection de l'avocat international de Kyo Sampan est rejetée. La parole est rendue à la partie civile pour l'interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais simplement que vous nous aidiez à comprendre le sens de votre témoignage. Le juge Laverne vous a indiqué que lors de votre audition par les enquêteurs des co-juges d'instruction, vous avez affirmé qu'après la disparition de M. Van Vett, Kyo Sampan lui a succédé comme responsable du commerce extérieur. Confirmez-vous ou infirmez-vous ces propos? Voilà toute ma question. Réponse. Si j'ai commis une erreur, j'aimerais apporter une précision. Il s'agit de ma propre opinion. Il n'y a aucun document officiel. Ce que j'ai dit était fondé sur ce que j'avais vu. Je l'y ai vu. C'est ce que j'ai dit. S'il y a eu une erreur à ce propos, toutes mes excuses et je me corrige. Je suis âgé, ma mémoire me joue peut-être des tours. Mais ce que j'ai dit auparavant, c'était mon opinion personnelle. Il n'y avait pas de document officiel. Il n'y avait pas de document qui serait l'équivalent d'un document judiciaire. Il s'agit juste de mon opinion personnelle. Oui, monsieur le témoin, nous comprenons que c'était votre opinion personnelle, mais cela veut-il dire que, selon votre opinion personnelle, M. Kyo Sampan remplaçait M. Van Vett après sa disparition? Pouvez-vous le dire à la Chambre de manière précise, selon votre opinion personnelle? Le président. Monsieur le témoin,
vous n'avez pas à répondre à cette question. Vous n'avez pas à présenter vos propres conclusions ou supputations. Vous pouvez faire des réponses sur la base de votre expérience, de ce que vous avez entendu ou vu. Oui, Monsieur le Président, en fonction de ce que vous venez de dire, je reformule ma question. Monsieur le témoin, selon votre expérience et ce que vous avez vu, est-ce bien ce que vous dites à la Chambre, à savoir que Monsieur Van Wert, après sa disparition, était remplacé par Monsieur Kyo Sampan? Objection, Monsieur le Président. Mon confrère ne tient pas compte de votre remarque. Il pose exactement la même question sans reformuler. Donc je pense qu'il s'agit d'une répétition doublée d'une suggestion et d'une invitation à former des hypothèses. Monsieur le Président, je m'oppose absolument à cette objection. J'ai bien tenu compte de vos propos. Je dis bien, la question reformulée invite le témoin à dire si selon son expérience et ses observations, et non pas son opinion personnelle, c'est bien M. Kyo Sampan qui remplaçait M. Van Wert après sa disparition. Si la Chambre estime que j'ai déformé ses propos, je m'incline et ne pose pas la question. Mais je pense avoir effectivement tenu compte de l'observation que M. le Président vient de faire à la partie civile sur la manière de formuler la question. Je n'invite pas le témoin à spéculer, je lui demande si selon son expérience et son observation, c'est bien M. Kyo Sampan qui remplaçait M. Van Wert après sa disparition. Le Président, l'objection est rejetée. Monsieur le témoin, veuillez répondre à la dernière question que vous a posée la partie civile. Le témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre dernière question? Oui, monsieur le témoin, ma question vous invite à dire à la Chambre si, selon votre propre expérience et les observations que vous avez faites, M. Kyo Sampan est celui qui a eu à remplacer M. Van Wert après sa disparition. Voilà ma question. Le Président. Témoin, veuillez répondre à cette question. Quant à l'avocat cambodgien de la défense, la Chambre lui signale que la Chambre s'est déjà prononcée. Vous pouvez vous lever si vous avez quelque chose de nouveau. Le témoin. Pourriez-vous à nouveau répéter la question, s'il vous plaît? Oui, monsieur le témoin. Ma question est la suivante. Est-ce qu'après la disparition de M. Van Wert, M. Kyo Sampan, selon votre expérience et selon vos observations, est celui qui l'a remplacé? Est-ce que ma question vous paraît claire maintenant? Réponse. À présent, la question est claire. Je maintiens ce que j'ai déjà dit. Il s'agit de mon opinion personnelle, il n'y a pas de document officiel. Selon mon opinion, c'est lui qui l'a remplacé à l'époque. Bien entendu, je n'ai aucune preuve à l'appui. Merci infiniment pour ces clarifications, monsieur le témoin. Et ici, la partie civile met un terme à son interrogatoire, monsieur le Président, honorable juge, et laisse donc le soin maintenant à la défense de faire son exercice.
le président. C'est à la Chambre de décider à qui donner la parole. Pas besoin de rappeler quoi que ce soit à la Chambre à ce sujet. Nous allons suspendre les débats pour 20 minutes. L'audience reprendra à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour 15 heures.